Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Dans ce numéro, nous allons parler économie. Comment le Maroc fait-il face au risque d'une récession mondiale? Comment se porte l'économie marocaine? Nous ferons également le point sur l'état d'avancement d'un certain nombre de chantiers décisifs pour la relance, à savoir le Fonds Mohamed VI pour l'investissement et la réforme du secteur public suite à la création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations publiques. Pour parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir Nadia Ftah Alaoui, première femme au Maroc à occuper le poste de ministre de l'économie et des finances. C'est son premier entretien depuis sa nomination en octobre 2021 et c'est tout de suite dans Grand Format. Nadia Ftah Alaoui, ministre de l'économie et des finances, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors si vous permettez, Madame la Ministre, un bref aperçu de votre parcours. Vous êtes née à Rabat en 1971, diplômée de HEC Paris en 1994. Vous avez entamé votre carrière en tant que consultante chez Arthur Andersen. En 2005, vous rejoignez le groupe Saham, au sein duquel vous avez gravi tous les échelons jusqu'à devenir directrice générale. C'est à ce titre que vous avez chapeauté l'opération de cession du pôle assurance de Saham au groupe sud-africain Sanlam. Le montant du deal, faut-il le rappeler, s'élève à un peu plus d'1 milliard de dollars. Le 9 octobre 2019, le roi Mohamed VI vous nomme ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale. C'était lors du mandat de l'ex-chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani. 2 ans plus tard, le 7 octobre 2021, vous faites partie des 7 femmes ministres du nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhnouch, cette fois-ci en tant que ministre de l'Économie et des Finances. Alors, on va commencer, Madame la Ministre, par les finances publiques. Vous venez de présenter cette semaine un exposé sur l'état d'exécution de la loi de finances à fin juin 2022. Vous avez aussi présenté une programmation triennale de la loi de finances pour les 3 prochaines années. Alors, ce qu'on retient le plus, c'est le taux de croissance. Le taux de croissance en 2022 sera limité à 1,5% contre une prévision initiale de 3,2%. Votre prévision, Madame la Ministre, il faut le dire, il est un peu plus optimiste par rapport à celle du HCP, 1,3%, et celle de Banque le Maghreb, 1%. Est-ce que nous sommes en récession? Est-ce que l'économie marocaine est entrée en phase de récession? Bien, non. L'économie marocaine n'est pas en récession. L'économie marocaine, on espérait la voir, on va dire, évoluer de 3,2% tel qu'il était prévu dans la loi de finances, après une année exceptionnelle à plus de 7%, mais qui comportait une large part de rattrapage. Pas besoin de vous rappeler le contexte, mais il est là tout de même, un contexte international qui s'impose à nous. D'abord pour, on va dire, les intrants dans notre économie, la demande extérieure et celle du marché européen, plus un contexte de sécheresse et de pluie qui fait qu'aujourd'hui, on est à 1,5 de croissance. Bon, si on tient compte des taux d'inflation et qu'on déflate, on n'est pas en récession. Nous sommes dans une croissance qui nous permet de maintenir des fondamentaux de l'économie, qui montrent la résilience de l'économie, mais qu'on espère tous, dès l'année prochaine, revenir à des niveaux dans l'ambition pour notre pays et au niveau attendu pour créer, on va dire, l'emploi et la richesse dont on a besoin. Alors, il y a quelques semaines, vous avez décrété une rallonge budgétaire de 16 milliards de dirhams et malgré cela, le déficit attendu en 2022, il est de l'ordre de 5,3% du PIB. Vous êtes en ligne avec les prévisions de la loi de finances. Est-ce que vous avez tranché par rapport à la loi de finances rectificative? Est-ce qu'il n'y aura pas de loi de finances rectificative d'ici la fin de l'année? Alors, on ne tranche pas par rapport à une loi rectificative. Les conditions d'une loi rectificative ne sont pas réunies. Vous avez rappelé vous-même
que nous sommes, on va dire, meilleurs que le déficit qui était projeté pour l'année 2022 et meilleur d'ailleurs que le déficit projeté en l'année 2021, sans avoir aussi recours, on va dire, à une potentielle baisse des investissements à laquelle on ne veut pas. Donc on n'a pas encore épuisé l'ensemble, on va dire, des mécanismes qui nous sont permis dans le cadre de cette loi de finances 2022. Donc nous continuons le chemin, nous exécutons la loi de finances sans besoin de la rectifier. Le monde fait face à des perspectives sombres et incertaines. Le FMI vient de revoir encore une fois... C'est bien le titre du rapport du FMI. Très bien. Le FMI justement vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance dans le monde. Il faut dire que l'exercice de prévision devient périlleux dans ce contexte un peu difficile. Vous qui êtes en train de préparer la loi de finances 2023, comment vous faites et comment peut-on définir des hypothèses réalistes et crédibles dans ce contexte précisément? Comme vous le disiez à juste titre, le FMI vient de sortir ses prévisions il y a 2 jours. Et c'est assez éloquent puisque pour la croissance mondiale, ils démarraient l'année à 4,4, puis en avril, ils l'ont revu à 3,6, puis à 3,2. Donc effectivement, l'exercice de prévision est difficile parce que les temps sont difficiles et qu'il y a, on va dire, une volatilité dans beaucoup de sujets. Maintenant, nous avons l'obligation de faire l'exercice de prévision et pour préparer notre loi de finances. Ce qui est important de dire, c'est que pour faire ces prévisions, nous nous appuyons sur des indicateurs, des prévisions d'institutions dont c'est le cœur de métier, dont c'est l'expertise. Il est fondamental de ne pas changer les méthodologies pour des raisons de rigueur et de discipline. Donc il y a le FMI. Le FMI, la Banque mondiale, le HCP, donc on a des institutions propres à notre nation qui ont d'ailleurs la reconnaissance interne et internationale en termes de crédibilité et d'expérience, les institutions internationales. Pour les marchés internationaux de matières premières, pareil, donc nous avons des référentiels clairs. Donc c'est extrêmement important méthodologiquement de s'appuyer sur ce cadre qui est, on va dire, bien préparé. Maintenant, je vous l'accorde, ces prévisions qui ont toujours changé de par l'histoire, sont probablement plus volatiles. Donc ce qui est important dans la construction de la loi de finances, c'est d'avoir suffisamment de leviers, une diversité de leviers qui permettent en fait de réagir vite et efficacement à des prévisions qui ne se précisent pas ou qui sont contredites par le cours de la vraie vie. L'exercice de préparation de la loi de finances au Maroc n'est pas aussi facile puisque les marges de manœuvre budgétaires entre les mains du gouvernement sont, disons, très étroites. L'essentiel des dépenses, c'est destiné généralement à la masse salariale. Dans une récente étude du FMI, le FMI il a pointé du doigt le niveau faible des recettes fiscales. Il a parlé d'un potentiel de recettes fiscales non encore exploitées et qui est estimé à environ 12% du PIB. Ma question, qu'est-ce qui bloque en fait l'accroissement ou l'augmentation l'élargissement de l'assiette fiscale? Aujourd'hui, clairement, l'assiette fiscale peut être élargie et les revenus fiscaux, de façon générale, peuvent être améliorés, notamment par la croissance de l'économie. Alors, des progrès ont été faits et j'en veux pour preuve que déjà au premier semestre de cette année, on a une augmentation, on va dire, des revenus qui est très significative fiscaux de quasiment plus de 23%. Et beaucoup du fait de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et toutes les la TVA, toutes les autres taxes. Maintenant, beaucoup reste à faire et c'est, on va dire, c'est l'objet de différentes stratégies. D'abord, par rapport à la fiscalité elle-même, qu'est-ce qui est important? C'est mettre en place la loi cadre fiscale parce que c'est le fruit de discussions très élargies, 2 assises successives de la fiscalité, une feuille de route qui est claire, des fondamentaux qui sont clairs, des sujets de justice, d'équité,
mais aussi de compétitivité de notre économie. Et qui a fixé un délai de 5 ans pour sa mise en œuvre. Absolument. Est-ce que ce délai sera respecté? Ce délai doit être respecté. On sait qu'est-ce qu'il nous reste à faire et en combien de temps. Donc en fait, appliquer déjà et mettre en œuvre cette loi cadre sera là pour élargir l'assiette fiscale. L'autre sujet, c'est le secteur informel. Le secteur informel qui est aussi une problématique importante dans notre économie. Vous avez, le FMI n'a pas chiffré que le manque à gagner de la fiscalité, il a aussi fait ses estimations, ce qui est toujours compliqué parce que par définition il est informel, mais là aussi beaucoup de solutions sont mises en œuvre. Puisqu'il y a des statuts qui ont été faits pour des auto-entrepreneurs, le CPU a été encore amélioré, simplifié, donc travailler sur le secteur informel qui n'a pas la volonté d'être informel, mais qui n'a pas les mécanismes de rentrer dans le formel. Donc là, il y a des mesures qui sont mises en œuvre. Après, il y a l'évasion fiscale, les gens qui fraudent la fiscalité. Et là, c'est encore un sujet sur lequel on est déterminé via de la sensibilisation, du contrôle, et plus si ces actions ne fonctionnent pas. Le sujet des factures fictives, puisqu'on en parle, est hélas toujours dans des niveaux qui sont importants. Donc nous avons introduit des choses dans la loi de finances 2022 et nous allons continuer dans ce chemin. Donc 3 rubriques. L'actuel qui doit être amélioré, aligné, plus équitable, plus juste. Rentrer progressivement le secteur de l'informel et être intransigeant sur la fraude. Et dans cet actuel qui doit être amélioré, il y a la réforme de l'IR, de l'impôt sur le revenu. C'est l'une des mesures qui était prévue par la loi de cadre fiscal. Fawzi El Rja, ministre délégué chargé du budget, a présenté un exposé il y a quelques jours au Parlement. Il a donné un peu les objectifs de cette réforme de l'IR qui sera mise en œuvre à partir de la loi de finances 2023. On n'en est pas encore dans les détails. Quel impact aura cette réforme sur les recettes fiscales et est-ce qu'elle va se traduire par un élargissement de l'assiette fiscale? Bien, alors quel impact? D'abord pour qu'on puisse chiffrer les impacts, il y a plusieurs scénarios, c'est extrêmement important et je pense que la démarche de Sil Rja est très louable et j'espère que nos partenaires au Parlement ont apprécié la démarche. Nous avons été, on va dire, avec à livre ouvert pour dire voilà les chemins possibles, voilà les populations qui ont besoin, on va dire, d'être un peu soulagées sur l'impôt et les revenus, les pensionnés, peut-être plus de classe moyenne. Et donc il y a des scénarios qui sont mis sur la table, ça signifie des choix structurants, plus justes pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Donc dans un premier temps, oui, ça peut avoir un impact à court terme avec des revenus en moins sur cet impôt, mais l'objectif est toujours le même, c'est d'élargir progressivement. Donc sûrement en 2 temps, d'abord une baisse du revenu, pour ensuite élargir un peu plus sur quelques années. Autre mesure fiscale annoncée récemment par le ministre délégué chargé du budget, elle concerne la contribution sociale de solidarité, appelée taxe de solidarité. Fawzi El Rja a laissé entendre que cette taxe sera maintenue dans la loi de finances 2023. Ma question, est-ce qu'on va garder le même barème et est-ce que les personnes physiques sont concernées par cette réforme? Cette contribution, cette cohésion sociale est extrêmement importante dans les moments que nous traversons et elle, on va dire, elle illustre bien l'esprit de solidarité dont les Marocains ont fait d'ailleurs preuve spontanément au moment du Covid en contribuant de façon massive au fonds Covid. Donc cette contribution devrait être, on va dire, maintenue pour 2023. Maintenant, les personnes physiques ont été exclues dès 2022 et on peut considérer que c'est un acquis. Sur les barèmes, aujourd'hui, on a un barème en 2022 qui a été discuté, amendé, à l'écoute, on va dire, des partenaires et des parlementaires. Il a fonctionné. Si maintenant il a besoin peut-être d'être revu, nous sommes toujours dans une démarche de co-construction, mais sur le principe de solidarité, nous maintenons que nous en avons besoin, d'autant plus que ça contribue essentiellement et principalement au financement de la protection sociale et son élargissement.
Alors, je voudrais vous interpeller, Madame la Ministre, sur ce phénomène inflationniste. L'inflation, elle préoccupe toutes les économies du monde. L'inflation au Maroc a atteint 7,2% à fin juin dernier. Et vous, en 2020, vous tablez sur un objectif de 5,3% qui va revenir à 2% à partir de 2023. Je vois que vous êtes un peu plus optimiste par rapport aux prévisions de vos homologues en Europe. En France, par exemple, on s'attend à un retour à la normale à partir de 2024. Ma question, est-ce que ce niveau d'inflation observé au Maroc, est-ce qu'il est supportable par l'économie marocaine ? Il est supporté aujourd'hui, puisque nous vivons avec cette inflation, hélas, que nous n'avons pas vue depuis quasiment 3 décennies. Donc nous sommes à 5,2 à fin juin et nous tablons sur 5,3 pour la fin de l'année. Il faut comprendre et savoir que l'essentiel de cette inflation est effectivement importé, mais elle finit effectivement par toucher même les produits qui sont fabriqués ou localement, puisque sur le transport, l'approvisionnement et autres, il y a des effets indirects sur l'inflation. Donc c'est compliqué pour beaucoup de ménages et en fonction des catégories sociales, parce que quand on sépare entre l'inflation, on va dire alimentaire et non alimentaire, on peut regarder les chiffres, mais le poids de l'alimentaire n'est pas le même en fonction de la catégorie socio-professionnelle pour les ménages. Donc nous savons que pour beaucoup de ménages, c'est une charge lourde, c'est une pression lourde sur les finances des ménages, des familles et des entreprises, qui est, on va dire, accompagnée, et nous avons quand même, il faut qu'on rappelle que les mesures que nous avons prises étaient là pour atténuer cette inflation. On ne peut pas la juguler, c'est pour l'atténuer. Et on en veut pour preuve que quand on se compare, elle est importée, donc c'est important qu'on se compare. On reste quand même dans des niveaux qui sont très en deçà. On ne va pas aller dans les pays extrêmes, parce que je ne pensais pas l'exercice, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, pour être clair. Si on se compare à l'Europe à des 8 et quelques ou aux États-Unis à 9 et quelques, on est à 5,3. C'est quand même un score qui nous permet de continuer d'avancer, difficilement pour beaucoup de gens, mais d'avancer quand même. 5,3, c'est la moyenne attendue à fin décembre. Oui, alors ça n'empêche pas que nous sommes à 7,2%. C'est un niveau qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, notamment sur la classe moyenne. Il y a certains observateurs qui disent que vous avez manqué quelque part d'imagination dans la mise en œuvre des mesures destinées à atténuer disons, l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Et on se compare là encore à des pays européens, et je voudrais vous interpeller par rapport au prix des carburants. Ils ont atteint des niveaux un peu records, 16 dirhams, 18 dirhams pour l'essence. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'imaginer des mesures comme les ristournes sur le carburant, comme cela se fait dans d'autres pays dans le monde? Les carburants ont extrêmement augmenté, mais beaucoup d'autres produits ont augmenté aussi également. Maintenant, je comprends, les carburants, c'est quand même, et d'ailleurs, ce n'est pas propre à notre pays, c'est un produit, un service qui cristallise, on va dire, la difficulté et qui peut-être la permet de comparer de façon générale. On ne peut pas se permettre d'être imaginatif, on se permet d'être technique. On a calculé, chiffré, on sait ce qui se passe, on comprend ce que ça signifie. Maintenant, les choix salutaires qui ont été faits au Maroc de ne plus compenser les produits des carburants est vraiment salutaire. Parce qu'aujourd'hui, la facture, si on devait la payer comme l'ancien schéma, c'est 60 ou 65 milliards de dirhams. C'est quelque chose qui ne sommes pas dans nos moyens. Ou alors, s'il l'était, ça veut dire qu'on arrête tout le reste. C'est extrêmement important. Le choix que nous avons fait, et ça se voit dans notre loi de finances, c'est d'exécuter le programme gouvernemental parce que c'est réformer en profondeur qui nous est demandé. Donc c'est important. Maintenant, il faut dire, excusez-moi Madame la Ministre, on ne vous demande pas de retourner à la compensation. On vous demande de réallouer les recettes additionnelles issues de la hausse de la taxation de la fiscalité des carburants, parce qu'il y a eu une hausse mécanique. J'ai bien compris. Je pense pour un montant qui avoisine 3 milliards de dirhams. Pour parler des chiffres, oui. Sur la TVA à l'importation, à fin juin, on a une augmentation de 6,8 milliards de dirhams, effectivement. La compensation seule,
on a dû mettre 12 milliards de plus. Donc quand on dit il faut réallouer, on a fait plus que réallouer. Déjà, donc c'est extrêmement important d'expliquer. On comprend la souffrance, on a l'obligation, dans des moments compliqués, d'être transparent. On a une recette qui est là, sur la TVA à l'importation, mais on a au minimum 12 milliards de dirhams de compensation, sans compter plus de 4 milliards sur les autres programmes de soutien. Le transport est une solution qui est certes probablement pas suffisante pour que chaque personne s'y retrouve, mais c'est une solution transversale pour ceux qui prennent les transports en commun intervilles et à l'intérieur et en milieu urbain, et pour le transport des marchandises. Alors un mot sur la dette du Trésor qui normalement devrait dépasser 80% en 2022. Finalement, d'après les chiffres que vous avez présentés hier, on va atteindre 70% à fin décembre contre 69% en 2021. Mais 70%, ça reste encore un seuil un peu relativement élevé. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur la dette publique ? Il y a, en tout cas, comme vous le disiez, 70% est quand même un niveau important. On s'était fixé il y a plus longtemps des niveaux beaucoup plus bas. Maintenant, par rapport au contexte, je pense qu'on a été extrêmement rigoureux et discipliné pour maintenir et juguler l'endettement à ce niveau-là. Ce qui est important pour nous, c'est au minimum maintenir cette tendance, voire l'inverser et revenir vers une tendance baissière. Donc aujourd'hui, pas d'inquiétude par rapport à cette dette. Nous maintenons ce taux en espérant commencer à le baisser, en espérant qu'après les sorties effectives de cette crise, nous nous refixions des objectifs, on va dire, plus ambitieux, qui nous permettent de reconstituer, on va dire, l'assiette budgétaire ou l'espace budgétaire nécessaire pour pouvoir faire les grandes réformes dans notre pays. En restant dans la dette, il y a deux phénomènes qui, a priori, devraient alourdir la charge de la dette du Trésor. Un, il y a le relèvement des taux en lien avec le resserrement des politiques monétaires de la BCE et de la Réserve fédérale. Et deux, la hausse du dollar. Comment vous gérez cette situation? Est-ce que ces deux événements, hausse du dollar et hausse des taux, vont avoir un impact significatif sur la dette? Première chose, c'est que vous savez que le poids du merci et la dette intérieure constituent l'essentiel en fait de notre dette, et donc on est un peu plus préservé par rapport à ces fluctuations. Même si pour 2023, on peut avoir des scénarios de petite augmentation sur les taux d'intérêt. On ne gère pas la politique monétaire, mais on est obligé, on va dire, de simuler ces scénarios. À l'international, effectivement, il peut y avoir une pression il y a une pression sur les taux. Donc c'est simulé également sur notre charge. Ça ne remet pas en cause les grands équilibres, mais ce qui est extrêmement important, c'est que nous ayons on va dire, une gestion dynamique de la dette extérieure. Les dernières expériences de sortie, évidemment, ce n'était pas dans le même contexte, mais ont confirmé, on va dire, la solidité, on va dire, du papier Maroc qui permet de pouvoir arbitrer. Donc, arbitrage entre l'intérieur et l'international et gestion dynamique de la dette à l'intérieur. Et donc, ça pourrait remettre en cause la sortie prévue du Trésor sur le marché international. Je rappelle que dans le projet de loi de finances, il était prévu de lever 4 milliards de dirhams sur le marché international de la dette souveraine. Est-ce qu'elle est toujours à l'ordre du jour? Écoutez, elle est en permanence à l'étude et à l'ordre du jour. On scrute les marchés. Aujourd'hui, je pense, compte tenu du contexte que vous décrivez vous-même, il ne nous semble pas que c'est le moment opportun de le faire tout de suite, mais nous y travaillons tout le temps pour savoir apprécier le bon moment pour assurer, on va dire, les meilleures conditions de financement public. Alors, il y a aussi la possibilité de mobiliser les mécanismes de financement auprès du FMI. La LPL, je pense que vous avez tourné la page de la LPL. Maintenant, le Wali de Banque Maghreb, lors de sa récente sortie médiatique, a laissé entendre que le Maroc il est en train de négocier avec le FMI une nouvelle ligne de financement. Ça s'appelle une ligne de crédit modulable. Est-ce que vous avez pu avancer dans les discussions avec le Fonds monétaire international? Nous avons effectivement des discussions avec le Fonds monétaire international pour aller, on va dire, sur
sur l'accès à une ligne de flexibilité telle que indiquée par M. le Walid Bank al-Maghrib. Je pense que la PLL a été efficace. En plus, on a été capable de rembourser 1 milliard. Donc nous avons éprouvé ce mécanisme et nous étions très contents de pouvoir y avoir accès. Aujourd'hui, il s'agit plus d'un mécanisme, on va dire, qui apporte une assurance, qui nous permet d'être plus agile, de se financer moins cher sur le marché international. Il n'y a aucun autre pays que l'Amérique latine qui ait jamais eu accès à ces lignes. Donc les discussions sont en cours. C'est un chemin nouveau pour nous, mais sur lequel on est engagé et nous pourrons faire des retours en temps utile. Bon, un mot sur la généralisation de la protection sociale et plus précisément la généralisation de la couverture médicale. Oui. C'est la première étape. Normalement, d'ici fin 2022, nous devrons, terminer ou finaliser la première étape qui concerne la généralisation de la couverture médicale. 22 millions de personnes vont intégrer l'assurance maladie d'ici la fin de l'année. Le basculement du RAMED est prévu au 4e trimestre. Est-ce que le planning va être respecté? Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude sur le financement de la réforme? Le planning doit être respecté, donc il va être respecté. Nous avons eu à rattraper, courant les 6 derniers mois, un retard qui était cumulé, mais peu importe, on ne va pas revenir sur le retard. Je pense qu'on est très content que cette première partie hors ramédiste ait été totalement, on va dire, cadrée, négociée et en cours. Les adhésions se passent bien. Les ministères et les départements sont complètement mobilisés parce qu'il faut parler quasiment à chaque catégorie. Donc cette étape est en cours, elle se passe bien, très très bien. Les adhésions se passent bien, mais les cotisations ne suivent pas. Je vais revenir au financement. Je sais dire ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, je peux le dire aussi, mais dire qu'est-ce qu'on est censé faire pour que ça marche mieux. Donc cette partie-là, on va dire, elle est en cours avec une très très grande mobilisation de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais tous les partenaires. Les ramédistes, effectivement, à partir du 4e trimestre. Alors, est-ce que le financement est une inquiétude? C'est un challenge, c'est clair. Mais en tout cas, c'est un chantier royal, c'est une volonté fondamentale et ça sera un très très bel acquis pour le Maroc et on pourra en parler parce que d'abord un droit constitutionnel d'accès à la santé, mais surtout derrière un vrai impact social et économique. Sur le financement est un challenge. Est un challenge à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que ces adhésions dont vous parlez, donc le modèle tel qu'il a été conçu, c'est que tous ces adhérents payent leurs cotisations. Donc elles ont été chiffrées, modélisées à un niveau extrêmement raisonnable, accessible. C'est ce que nous expliquons aux travailleurs indépendants, aux artisans, de dire c'est vraiment un prix qui est accessible et qui vous donne droit à beaucoup de choses. Il s'agit aujourd'hui, avant d'améliorer le recouvrement, de le faciliter. Donc, expliquer aux gens qu'il y a un droit, mais il y a des responsabilités, et parmi elles, c'est qu'il faut payer sa cotisation. À nous d'expliquer que voici les moyens, tous les moyens mis en œuvre pour qu'ils expliquent. Donc, ce chantier, il ne se fera pas tout seul. Il faut que sur le recouvrement, on soit mobilisé. Le deuxième, c'est le financement des ex-ramédistes qui ne seront plus ramédistes, qui auront droit à la même assurance. Ça, évidemment, c'est fait, on va dire, par le budget de l'État. Et il va rester quand même Donc, le modèle prévoit que c'est en décompensant progressivement, en rationalisant l'ensemble des aides, que cette manne d'argent viendra financer l'assurance maladie obligatoire. Donc, 3 niveaux, recouvrer auprès de ceux qui doivent payer, financer par le budget de l'État ce qui va, et progressivement aller sur la décompensation. L'autre sujet qui est important, c'est que comme on a 22 millions de personnes qui s'ajustent, il faut aussi qu'on gère, on va dire, la prestation. Et un très grand travail va être fait pour améliorer le coût de la dépense de santé et notamment les médicaments. Et je pense que via la réforme de la santé, la haute autorité, mais également des travaux propres à la CNSS, il faut réduire la facture du médicament. C'est quelque chose aussi qui est stratégique
Le digital également est quelque chose d'important. Alors le fonds Mohamed VI pour l'investissement, l'opérationnalisation de ce fonds se fait toujours attendre. Le conseil d'administration n'a toujours pas été installé. Est-ce qu'on peut parler d'un retard dans la mise en œuvre du fonds Mohamed VI pour l'investissement? Le fonds Mohamed VI pour l'investissement avait été initialement, on va dire, réfléchi pour une relance post-Covid. Et je pense que chemin faisant, son ambition a grandi pour, on va dire, être un fonds d'investissement plus pérenne pour globalement la relance, mais également pour le soutien à l'investissement dans, on va dire, des métiers choisis, mais globalement pour l'ensemble, on va dire, des catégories d'entreprises. Donc, cette période où il n'a pas été effectivement opérationnalisé sur le terrain est une période qui a été mise à profit pour réfléchir, on va dire, à la façon la plus efficace d'impacter l'entrepreneuriat, l'investissement et le monde de l'entreprise au Maroc. Sur plusieurs volets, la gouvernance de ce fonds, les investisseurs potentiels, qu'ils soient locaux et internationaux, et les cibles, donc quel secteur, comment les accompagner, quelles thématiques, etc. Donc il y a énormément de travail qui a été fait en interne avec on va dire, les experts au sein du ministère de l'économie et des finances, mais ce qui est extrêmement important, c'est un dialogue permanent avec l'ensemble des partenaires, les investisseurs, les bailleurs de fonds, des experts multiples qui nous accompagnent, on va dire, pour affiner plus que la réflexion, une feuille de route pour l'opérationnalisation. Affiner notamment le financement du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Alors le fonds, je rappelle, sera doté de 45 milliards de dirhams, dont 15 milliards sera financé par le budget général de l'État et 30 milliards à mobiliser auprès des bailleurs de fonds internationaux et des investisseurs institutionnels. Je sais que récemment, vous avez rencontré les investisseurs institutionnels. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre la main à la poche? Absolument. Je pense que le fonds Mohamed VI pour l'investissement a suscité et suscite l'intérêt des institutionnels marocains et également essentiellement les bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux internationaux croient en ce fonds et sont déterminés à nous accompagner en fait. Alors pour les institutionnels marocains, je pense qu'ils sont directement exposés à la dynamique de l'économie et de façon globale, ils la financent. Ce sont aussi des épargnants et donc des investisseurs, ils ont besoin d'alternatives d'investissement. Donc à plusieurs titres, ils sont intéressés par ces investissements. Les internationaux sont, on va dire, optimistes par rapport, on va dire, à la dynamique économique au Maroc. Beaucoup ont d'ailleurs rappelé que nous avons, je pense que le Maroc, notamment en période de crise, s'est distingué par la gestion de la crise, mais le maintien d'un train de réforme et de changement. Et donc je pense qu'il y a un véritable engouement. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne structuration pour que les ambitions, mais les contraintes, quand je parle de contraintes qui peuvent être réglementaires ou autres, puisque beaucoup de secteurs sont régulés, soient bien prises en compte pour que tout le monde trouve un espace. L'enjeu pour nous, c'est effectivement que ce fonds qui a été ciblé à 45 milliards de dirhams, donc on soit dans cet objectif, mais comme tous les fonds, c'est la levée 2, 3 et 4 qui comptent, et donc c'est vraiment poser les conditions, que ce ne soit pas une contribution une fois pour donner, on va dire, un coup de fouet à l'investissement et à l'économie, c'est vraiment construire une industrie de l'investissement qui soit pérenne dans le temps. 45 milliards de dirhams, c'est juste un minimum. D'ailleurs, votre prédécesseur, Si Mohamed Ben Chaboun, avait dit qu'on va dépasser certainement ce montant. Est-ce qu'on va le dépasser? C'est exactement ce que je dis. C'est que dans les principes des fonds, on fait des levées successives. Et ce que je vous disais, c'est que c'est extrêmement important de créer les conditions, de ne pas lever que les 45, que les 45 suivants dans le temps soient c'est vraiment un exercice en revolving de permettre, et je pense qu'il y a effectivement
de l'appétit du côté des investisseurs pour aller vers ce type d'instruments et de grandes attentes par l'économie marocaine et les entreprises. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les montants engagés à ce jour auprès des bailleurs de fonds et des investisseurs institutionnels? On n'en est pas encore à des engagements parce que c'est une partie contractuelle. Je pense qu'on a cet objectif de 45 milliards de dirhams qui sera atteint. Mais en temps opportun et quand le fonds sera opérationnel, on pourra peut-être donner. C'est plus on va dire des milestones qui arriveront progressivement et sur lesquels on ne manquera pas de communiquer. Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur les premiers projets qui vont bénéficier? Alors on a plus qu'une visibilité. Aujourd'hui, le fonds a fait son premier investissement dans l'usine, on va dire, de vaccins à Ben Slimane. Et clairement, je pense que c'est de très bon augure pour le fonds. Donc c'est le premier projet financé par le fonds. Absolument, donc c'est très, très bon augure parce que d'abord c'est un tour de table qui est essentiellement marocain avec des institutionnels marocains. C'est un chantier, on va dire, qui est stratégique et le Maroc a été précurseur, on va dire, très très vite dans ce choix face à la pandémie de dire qu'il faut une solution pérenne. Et on espère que le fonds sera aux côtés de ce type de projet à l'avenir. Alors, un mot sur la réforme du secteur public suite à la création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations publiques. C'est long, mais j'y arrive. Donc, dernièrement, il y a eu la nomination du directeur général de cette agence, à savoir c'est Abdef Zrnoun. Alors, quelle est la prochaine étape ? Alors, juste pour la réforme des établissements publics, il y a deux volets. Donc, il y a l'agence, telle que vous le citiez, mais il y a un bon nombre d'autres établissements publics qui n'ont pas vocation à être l'agence, mais pour lesquels il y a aussi une réforme en cours sur la façon, on va dire, de les gérer, de les contrôler, de les améliorer, etc. Juste concernant l'agence, effectivement, lors du dernier Conseil des ministres, nous avons eu la nomination de M. Zrnoun à la tête donc à la direction générale de cette agence qui va nous permettre, on va dire, d'accélérer son opérationnalisation. Les prochaines étapes. Sur l'agence, je peux dire qu'il y a deux volets. Il y a un volet gouvernance au sens large, c'est-à-dire il nous faut un conseil d'administration. Je pense que la loi a cadré beaucoup de choses. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Mais la gouvernance, ça veut dire aussi qu'il y a quelques textes réglementaires en fait, qui découlent de la loi qu'il faut mettre en œuvre pour permettre d'opérationnaliser sur un plan législatif et réglementaire avec le bon conseil d'administration. Ça, c'est un volet important sur lequel le ministère a fait beaucoup de travail, qui sont prêts et qu'on va pouvoir dérouler. Il y a un autre volet, c'est l'exécution, on va dire, de la vision de cette agence qui est une gestion plus proactive, plus stratégique du portefeuille de l'État. Là aussi, les secteurs ont été identifiés, le dialogue est établi depuis des mois avec les établissements en question, les sociétés en question et les ministères de tutelle en question pour se fixer, on va dire, des objectifs clairs. Sur ce portefeuille qui comporte 57 entreprises publiques, il y en a probablement une dizaine qui constituent, on va dire, l'essentiel des enjeux financiers de l'agence. Donc sur cela, on a une feuille de route qui est assez claire. Elles ne sont pas toutes dans la même situation. Certaines ont le choix de redéfinir leur stratégie, de déployer leurs ailes et aller se développer, donc le pôle logistique, transport, les mines, etc. Et d'autres sont dans des difficultés de financement, de business model. Et donc on aura le choix avec et d'autres qui pourraient probablement être découpées, remises dans le secteur privé. Donc je pense que sur une dizaine d'entreprises qui ont été bien travaillées et réfléchies, on pourra aller vite avec, on va dire, tout le panorama du type, on va dire, d'action qui est attendu de cette agence. Alors, on peut prendre certains exemples. Il y a une liste de projets qui ont été fixés par le projet de loi de finances 2022, le pôle public hôtelier, le pôle public audiovisuel, TMSA SODEP, la Société régionale d'électricité, etc. Est-ce que vous avez pu avancer en 2022 sur l'ensemble de ces projets qui étaient programmés en 2022 ?
Alors, ça dépend de ce que vous appelez avancer. Ces projets sont stratégiques pour notre pays, ils font du sens. Donc sur l'audio, vous avez parlé de l'audiovisuel, donc il y a une partie qui est faite, une partie qui est en cours de déploiement. On espère que ça sera fini effectivement avant la fin de l'année. Donc est-ce qu'il y aura une fusion, absorption SNRT, deuxième Média 1, c'est ça? En tout cas, la fusion est un acte juridique. En tout cas, il y aura une gestion, on va dire, harmonisée et à une même tête qui va gérer l'ensemble. Après, il faut rentrer dans chacun des dossiers pour dire voilà les endroits où il y a des synergies. Je pense que chaque outil, chaque média a un rôle, a un public. Donc, en tout cas... Mais on n'en est pas encore là, ça va prendre un peu de temps. Effectivement, une fusion, ça prend un peu de temps. Ce qui est important, c'est de loger tout au sein du même pôle. Une fois qu'on a une vision d'ensemble sur l'ensemble du pôle, à ce moment-là, on peut commencer à acter. En tout cas, les choix sont actés, ils sont irréversibles, en train d'être déployés sur la partie, on va dire, technique, financière, juridique. Mais ce qui est important, c'est de se faire aussi une religion sur la stratégie. Voilà. Sur le pôle transport ou logistique dont vous parliez, donc Marsa et TMSA, il y a une partie du mariage qui a déjà lieu. Je pense qu'aujourd'hui, avec deux beaux outils qui sont on va dire, managés ensemble, on peut tirer beaucoup plus profit des avancées majeures et des investissements qu'a fait le Maroc pour jouer un rôle plus important régional et continental. Dans la liste des projets, on a aussi la possibilité de création d'un pôle financier public. À quoi peut-on s'attendre? Parce que les gens imaginent une fusion CIH, Crédit Agricole. Les fusions ne sont pas les solutions. Je pense qu'aujourd'hui, le pôle financier public existe, puisque la CDG a un rôle, le Crédit Agricole a un rôle et le CIH a trouvé une trajectoire différente. Je ne suis pas certaine que les fusionner apportent une solution, puisqu'aujourd'hui le Crédit Agricole a sa trajectoire. Le CIH, on a vu qu'il a opéré une mue qui est extrêmement importante. Il est coté en bourse, donc il y a aussi des minoritaires, etc. En tout cas, ce qui compte, c'est que nous avons une stratégie financière au Maroc. Nous avons un sujet d'inclusion aussi financière où il faut que chaque instrument, ensemble ou chacun séparément, nous solutionne tout, on va dire, où on trouve dans chaque instrument, ensemble ou séparé, les solutions à notre ambition. L'ambition, le marché des capitaux, le financement, on va dire, de l'économie, du budget de l'État et l'inclusion financière, que ce soit les ménages, les coopératives, les petites entreprises. Avant de clore cette émission, je vais vous donner, Madame la Ministre, quelques noms et je vais vous demander de faire un petit commentaire pour chacun de ces noms. Je commencerai par une femme, Rizlan Chebek. Écoutez, elle nous a fait rêver. Moi, je vais avouer qu'il y a quelques semaines, je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, c'est une star nationale. On est très fiers de ce qu'elle a accompli avec une équipe. Le sport, c'est de belles valeurs et je pense qu'elle les incarne avec son équipe. C'est de la fierté pour les Marocains parce qu'on peut et on a réussi à être au top niveau de la compétition et elle tout particulièrement. Donc je félicite à travers elle toutes les jeunes Marocaines ambitieuses. Deuxième nom, Fawzi El Qja. Fawzi El Qja, donc un collègue que j'apprends à connaître depuis quelques mois. Quelqu'un qui travaille dur, qui connaît très très bien le budget, l'État, avec qui on fonctionne donc sur des sujets divers du ministère. On ne se marche pas sur les pieds, donc il a vraiment des sujets qui lui sont, on va dire, dédiés, d'autres sujets sur lesquels je travaille plus. On travaille ensemble, on n'est pas toujours d'accord, mais on se parle et on avance, voilà. Et le patron de la fédération de foot qui a fait gagner Chebek et d'autres. Effectivement. Moulay Hafid El Alami. Moulay Hafid El Alami, oui, je connais ce monsieur.
Donc, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans une vie antérieure. En tout cas, quelqu'un à qui j'ai reconnu les mêmes valeurs et la même dynamique dans le secteur privé et dans le secteur public. Je pense que ses réalisations dans les deux en témoignent. Et voilà. Ancien président de la Fédération de l'énergie, ancien ministre de l'énergie, feu Mohamed Ftah. Ben écoutez, de là où il est, il nous manque. Je pense que c'était un très grand monsieur, un vrai commis de l'État, comme je ne sais pas si on est capable d'être comme ces gens d'avant. Et voilà. Et de là où il est, je le remercie pour l'éducation qu'il nous a donnée. C'est le plus important. Nadia Ftah Alaoui, ministre de l'économie et des finances, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.